mesdames et messieurs. C'est par un intermède musical que nous avons choisi de débuter cette cérémonie de clôture virtuelle de l'édition 2020 d'Africa Code Week. Merci à notre artiste irlando-libyenne Farah Ellé pour sa présence, car sachez qu'elle a désiré contribuer par l'expression et le partage de son talent à notre événement aujourd'hui. So, dear Farah, over to you. Hello, everybody. Bonjour. Assalamu alaikum. I'm just going to play you a medley of things that I have been writing and that have been playing through my head. نكتب هالقصة ونرقد في النار أنا لا ندوي قلبي ثقيلة وما رقدتش كويس ليلة طويلة ليلة طويلة ليلة طويلة أرجع حبيبي لعند الصباح توه يجي قبل نهاية النهار قمر جديد عند الصباح توه يجي قبل نهاية النهار قبل نهاية النهار قبل نهاية النهار هبي هبي يا ريح هذا هو الجو صحيح 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 الحمد لله اللي عنا بعضنا أنا سعيدة وفرحانة أنا سعيدة أنا سعيدة الحمد لله اللي عنا بعضنا أنا سعيدة وفرحانة أنا سعيدة أنا سعيدة الحمد لله اللي عنا بعضنا أنا سعيدة وفرحانة أنا سعيدة أنا سعيدة الحمد لله اللي عنا بعضنا أنا سعيدة وفرحانة أنا سعيدة أنا سعيدة
هبي هبي يا ريح هذا هو الجو صحيح هبي هبي يا رويح هذا هو الجو صحيح هبي هبي يا ريح هذا هو الجو صحيح هذا هو الجو صحيح هذا هو هبي هبي يا ريح هذا هو الجو صحيح. Merci, merci infiniment, Farah. Thank you. Thank you so much, Farah. This was absolutely gorgeous. Thank you. So welcome. God bless everybody. Have a great workshop. Merci. مع السلامة. Alors, au nom de SAP et de tous les partenaires Africa Code Week, c'est avec une émotion particulière que je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue pour cette cérémonie de clôture de l'édition 2020. Donc, c'est une cérémonie virtuelle pour conclure une édition qui le fut elle aussi en grande partie par la force des choses dans une conjoncture internationale complexe où l'apprentissage en ligne occupe désormais le devant de la scène. Émotion un peu particulière car les défis peu communs de cette année 2020, c'est tous ensemble que nous avons choisi de les relever et je dirais même plus, de les transformer en opportunités d'apprentissage, franchissant le virage du virtuel pour toucher davantage de jeunes, mais également davantage d'enseignants. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un panel d'éminents intervenants autour d'une table ronde mettant à l'honneur l'Afrique francophone. À travers leurs témoignages et leurs analyses, nous mettrons en lumière les espoirs et les déterminations de cette région, de ces jeunes, de leurs professeurs et des communautés dont ils sont les innovateurs, les transformateurs de demain et les entrepreneurs, évidemment. Du Maroc à la Tunisie, nous explorerons les modèles de réussite qui suscitent l'engagement des jeunes comme du corps enseignant, et ce, à l'échelle de tout un pays. Donc, sans plus attendre, j'aimerais à présent souhaiter la bienvenue à nos invités de marque. Plus que des partenaires, ce sont des amis d'Africa Code Week qui ont activement contribué à faire de l'initiative ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir le plus grand programme africain de sensibilisation à l'apprentissage du codage. Nous voici donc réunis aujourd'hui pour célébrer cette édition 2020 qui est placée sous le signe de l'expansion et de l'innovation. Donc, nous entendrons en tout premier lieu son Excellence, M. Albert Ntsenjimva, qui est secrétaire exécutif de l'ADA, l'Association pour le développement et l'éducation en Afrique, et dont l'aide précieuse nous a permis d'étendre l'impact d'Africa Code Week sur l'ensemble du continent cette année. Donc, bonjour, cher Albert. Nous tenions à vous remercier d'avoir accepté notre invitation, non seulement en tant que secrétaire exécutif de l'ADA, mais aussi en tant que parrain officiel d'Africa Code Week 2020-2021. Et je vous laisserai la parole dans quelques instants. Bienvenue également à Monsieur Hicham Iraki Husseini, qui est actuellement mon collègue, qui est directeur général de SAP pour l'Afrique francophone et qui nous fera part de ses perspectives pour la région. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale du Royaume du Maroc, Monsieur Belkacemi. Donc, soyez le bienvenu parmi nous, ainsi que vos équipes du ministère et du programme Génie, évidemment. Merci de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui pour nous parler de l'exemple marocain. Nous entendrons ensuite Monsieur le Président Directeur Général du Centre National Pédagogique et Directeur des Programmes et de la Formation
au ministère de l'Éducation nationale de Tunisie. Bonjour, Monsieur Ben Boubaker. Bienvenue à vous et à la Tunisie, dont il nous tarde d'explorer les succès, mais également les réalisations au travers de votre intervention. Et vous serez également accompagné de Madame Dorsaf Bena Cheli, qui coordonne l'initiative en Tunisie, mais également en Algérie, Mauritanie, au Soudan et en Libye. Ensuite, nous entendrons Madame Elspeth Macomiche, qui fait partie de l'UNESCO et qui est spécialiste de programme au sein de la division de l'éducation pour l'inclusion et l'égalité des genres. Merci infiniment, Elspeth, de nous avoir confirmé hier soir votre présence et d'avoir pu vous libérer pour rejoindre cette table ronde et aborder cette autre priorité absolue pour SAP, pour l'UNESCO, pour l'ADA et pour tous les partenaires de l'initiative depuis le début, l'implication des filles dans les ateliers de codage Africa Code Week. Voilà, merci Elspeth. Et maintenant, Karim. Les raisons pour lesquelles vous auriez déjà entendu parler de lui sont multiples, qu'il s'agisse de l'initiative du président français Emmanuel Macron, Digital Africa, ou du réseau panafricain Jocolab, dédié à l'innovation dont il est le fondateur. Donc, bienvenue Karim, merci de votre présence. Et enfin, pour conclure, last but definitely not least, bienvenue à Madame Alexandra van der Ploeg, qui est directrice de la responsabilité sociétale d'entreprise de SAP et qui conclura pour nous cet événement. Donc, cher Albert, je vous cède la parole pour votre discours d'ouverture. Merci beaucoup, Madame Claire. Je dois d'abord vous remercier de m'avoir invité à cet événement combien important, surtout dans la famille francophone. Je salue les autres panélistes qui sont présents, notamment qui viennent du Maroc, de la Tunisie et d'ailleurs, bien sûr, Madame Alexandra aussi. Mais également les autres partenaires de cette initiative Africa Code Week, qui sont notamment Irish Aid, l'UNESCO, les pays africains, notamment les enseignants, les jeunes africains, notamment aussi les jeunes filles impliquées dans cette initiative unique pour notre cher continent. Depuis 2015, la société SAP Africa Code Week a créé des opportunités gratuites pour les jeunes Africains d'acquérir des compétences en codage et pour les enseignants d'être formés au programme d'apprentissage numérique. SAP Africa Code Week inculque les compétences du XXIe siècle qui sont très importantes pour pouvoir rendre le continent aussi compétitif que tout autre. Il s'est engagé à atteindre les objectifs de développement des Nations Unies pour éliminer la pauvreté, améliorer la qualité de l'éducation et, bien sûr, l'égalité des sexes. SAP, l'UNESCO, l'ADA et les autres partenaires se sont engagés à réduire la fracture des compétences numériques en offrant des opportunités inclusives qui suscitent l'intérêt pour le codage de logiciels pour aider les jeunes Africains à se préparer à l'économie numérique de demain. Il est aussi le plus important programme de compétences numériques en Afrique au vu du nombre de pays impliqués et du nombre de jeunes qui ont déjà bénéficié de ce programme. Donc, ça, c'est très important à noter, notamment pour la jeunesse qui continue de gagner en popularité. Rien qu'en 2019, elle a autonomisé plus de 3,85 millions de jeunes dans 35 pays africains. La toute nouvelle Africa Code Week a pour mission d'approfondir son impact et d'atteindre l'année 2020 au-delà. Cet objectif sera atteint avec l'introduction des ateliers en ligne
de l'Africa Code Week, une application téléphonique mobile pour l'apprentissage à travers les smartphones et un concours de codage panafricain appelé African Code Challenge. Des partenaires solides avec les secteurs publics, privés et de la société civile dans les 54 pays ont un impact durable en renforçant les capacités d'enseignement et en soutenant l'adoption du codage dans les programmes nationaux à l'appui des objectifs de développement durable 4, 5 et 17 des Nations Unies. Chers Claire, si vous l'appelez bien, la DEA tient absolument à poursuivre cet engagement en tant que partenaire pour garantir que les pays africains intègrent ce programme combien important dans les cursus scolaires. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que j'aimerais vous informer que l'année prochaine, nous comptons organiser un grand forum où nous inviterons les ministres en charge de tout ce qui est formation professionnelle et technique, mais également les ministres de l'Éducation et de l'Emploi, pour participer à un forum de dialogue de haut niveau où nous parlons notamment de l'éducation, la formation et aussi en lien avec la digitalisation du monde du travail. À cette occasion, nous inviterons bien sûr SAP de venir présenter les résultats et également promouvoir ce programme, en particulier pour l'intégrer dans le cursus éducatif des pays. Le modèle de l'Africa Code Week est stratégique et durable, et grâce à ces solides partenariats publics et privés avec le gouvernement, les institutions publiques et les ONG, le programme propose une approche durable et à fort impact pour le développement des compétences numériques sur tout le continent. L'Africa Code Week encourage les partenariats publics et privés en tant qu'outil puissant pour aider les communautés africaines à se responsabiliser et à autonomiser les autres grâce à l'apprentissage numérique, tout en accélérant l'adoption des compétences de codage dans les programmes scolaires. La Semaine africaine du code vise à réduire l'écart numérique entre les sexes et à faire en sorte que tout le monde puisse jouer un rôle dans l'élaboration de la 4e révolution industrielle en Afrique. Il va encore une fois encourager les filles à innover dès leur plus jeune âge et met en évidence le rôle central des femmes et des filles dans la construction d'un avenir plus sûr et plus équitable. En fait, ce programme ou cette initiative s'inscrit parfaitement à la stratégie continentale en matière de l'éducation et de la formation, et plus important, à la manière de pouvoir rendre les jeunes filles et femmes plus responsables et à les créer les opportunités pour entrer sur le marché du travail en étant bien équipés avec la formation en l'occurrence. En mettant fortement l'accent sur la participation des filles, SCP et UNESCO, Youth Mobile, Irish Aid et l'ADEA et les autres partenaires font face à la question de l'inclusion numérique et de l'égalité des sexes à travers une gamme d'activités visant à multiplier les sessions de formation des formateurs et programmes et du programme et les jeunes ateliers également. Il est important ainsi, avant de finir, de clore ce message, de vous informer qu'au-delà de l'événement dont je vais parler pour l'année prochaine, l'ADEA prépare ce qu'on appelle la triennale de l'éducation qui devrait avoir lieu en 2022. Et je voudrais profiter de ce moment solennel pour inviter les participants et notamment les organisations partenaires de cette initiative de penser à comment nous pouvons capitaliser de cet événement continental sur l'éducation pour apporter des solutions et pouvoir montrer au monde ce que nous avons pu réaliser pendant ces 2 ans, afin d'appuyer encore davantage les compétences numériques dans nos écoles et ainsi répondre aux besoins du marché du travail qui devient de plus en plus digital. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Merci à Claire. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher Albert, d'avoir rappelé les objectifs et la vision d'Africa Code Week autour de la fracture numérique et notamment de la sensibilisation à l'apprentissage du codage. Et oui, nous participerons avec grand plaisir au forum de l'ADEA, forum de dialogue de haut niveau autour de l'éducation l'année prochaine pour vous
présenter et présenter à tous les partenaires les avancées d'Africa Code Week. Merci Albert. Je vais céder la parole à Monsieur Hicham Iraki Husseini, directeur général de SAP pour l'Afrique francophone. Cher Hicham. Merci beaucoup Claire. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale du Maroc, Son Excellence Albert, secrétaire exécutif de l'ADA, Mesdames et Messieurs. Quand il y a quelques mois, j'ai rejoint SAP en tant que directeur général pour l'Afrique francophone, j'ai ressenti une grande fierté à l'idée de contribuer activement à l'accomplissement de sa vision. Aider le monde à mieux fonctionner, améliorer la qualité de vie des gens qui le peuplent. Au cœur de cette gouvernance positive, des programmes de responsabilité sociétale d'entreprise qui s'intègrent aux politiques de développement en place. Africa Code Week, c'est l'expression d'une mobilisation sans précédent des forces vives de la société africaine autour des enjeux de l'éducation. J'ai aussi réalisé que je me trouvais face à un modèle d'agilité tout à fait remarquable pour une initiative de cette envergure et à fort impact social, et qui, plus, est dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Car si la pandémie a mis en lumière la relation qui existe entre connectivité et lien social, il a également révélé la capacité des organisations, qu'elles soient publiques, privées ou associatives, à se réinventer pour toujours plus d'impact. La crise fut tout d'abord un accélérateur poussant tous les acteurs de la société, et pas seulement ceux de l'éducation, à s'approprier le sujet de la transformation digitale de l'enseignement. Être et rester connecté, tel était déjà le défi pour l'Afrique avant la pandémie. Il ne l'est que davantage aujourd'hui pour que l'apprentissage et l'acquisition de nouvelles connaissances puissent se poursuivre en toutes circonstances. Albert Einstein disait qu'on peut résoudre un problème avec le même état d'esprit. On ne peut résoudre un problème avec le même état d'esprit qui a vu le problème émerger. Je crois en effet que le virus qui bouscule nos sociétés nous pousse à revoir nos priorités en termes de partenariat et de coopération. L'objectif de développement durable 17 des Nations Unies ne saurait être plus clair à ce sujet. Des efforts nouveaux et concertés sont nécessaires pour le renforcement efficace et ciblé des capacités pédagogiques. Ainsi, au premier semestre 2020, SAP, l'UNESCO et vous tous, membres de la famille Africa Code Week, choisissiez la voie de la résilience et de l'innovation. Cabinet, agences ministérielles, directeurs d'école, corps enseignants, associations, ONG, ambassadeurs, bénévoles, vous êtes tous mobilisés à nos côtés pour relever le défi d'une Africa Code Week plus audacieuse, par choix et non par contrainte. En mettant à l'épreuve notre résilience, la crise du coronavirus agit aussi paradoxalement comme un révélateur d'innovation positive qu'il est de notre devoir d'accompagner et de valoriser pour renforcer la stabilité de l'Afrique. Au cœur de cet enjeu, la présence des sociétés internationales comme SAP est un atout majeur pour la croissance et l'innovation africaine. Et nous abordons là un de mes sujets favoris, la tech africaine, qui, à la différence des autres, a ceci d'extraordinaire qu'il est profondément organique, communautaire, toujours tourné vers les besoins des populations locales, de quelque nature qu'elles soient. En consultant les derniers chiffres, je n'ai pas été surpris de constater qu'à la fin du mois d'octobre 2019, 643 tech hubs étaient recensés en Afrique, soit 40% de plus que l'année précédente, et sur ce total, une centaine se trouvent au Maghreb. Des incubateurs accélérateurs de start-up, Hackspace et autres pôles d'innovation hybride affiliés au secteur public, universitaire ou privé, qui jouent un rôle majeur dans l'économie. On a même vu certaines d'entre elles au Maroc, en Algérie, en Libye, en Mauritanie ou encore en Tunisie mettre au point en un temps record des solutions de réponse à la crise sanitaire. Il y a urgence à faire de l'apprentissage de l'informatique et de la pensée algorithmique le quatrième pilier de l'éducation fondamentale. Là encore, des entreprises internationales ont leur rôle à jouer aux côtés des gouvernements et du corps enseignant.
Les seuls exemples d'Africa Côte d'Ivoire au Maroc ou en Tunisie en disent long sur les clés de réussite de l'enseignement des compétences numériques à l'échelle d'une nation. Je voudrais parler du modèle que je connais le mieux pour l'avoir observé de près, celui du Maroc. De par mon expérience précédente et de par aussi ma nouvelle expérience avec SAP, portée par la vision de Monsieur le ministre Saïd Hamzazi et menée avec succès par Madame Laziz et les équipes du programme Génie, sans oublier le support de Monsieur le secrétaire général. Je ne suis pas le seul à considérer que le programme Génie comme un modèle d'intégration des TIC pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation dans les écoles primaires et secondaires. Le modèle Génie a parfaitement compris l'importance des partenariats publics-privés, utilisant Africa Côte d'Ivoire comme levier dans leur plan stratégique de formation du corps enseignant et aussi comme tremplin pour, je cite, déclencher la passion d'apprendre chez les jeunes à une échelle sans précédent, tout en facilitant l'échange de bonnes pratiques entre États participants. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Saïd Hamzazi, qui nous rappelle qu'au sein de la communauté Africa Côte d'Ivoire, la réussite de l'un est la réussite des autres. Au sein de cette extraordinaire famille que nous formons à présent autour de l'enjeu crucial qui est l'éducation, nous sommes appelés certes à enseigner, mais aussi à nous laisser enseigner. Chez SAP, il nous tarde de faire savoir au monde entier comment dans votre pays on apprend aux jeunes, dès leur plus jeune âge, à penser comme des innovateurs pour appréhender les grands problèmes de demain en termes de grandes solutions. Je vous remercie. Merci infiniment, Hicham, pour nous avoir fait partager votre vision sur le rôle des entreprises internationales, la gouvernance et avoir aussi partagé Africa Côte d'Ivoire au Maroc. Nous allons maintenant écouter avec grand plaisir Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale du Royaume du Maroc, Monsieur Belkacemi. Je vous en prie. Beaucoup, Monsieur le secrétaire exécutif de l'association. Nous avons un écho. Pour le développement de l'éducation en Afrique et parrain d'Africa Côte d'Ivoire, directeur général SAP Afrique francophone, Madame la directrice mondiale RSE à SAP, Monsieur le directeur général du Centre pédagogique national et directeur des programmes de la formation au ministère de l'Éducation nationale en Tunisie, Monsieur le directeur général de Jocolab, Madame la représentante de l'UNESCO, Madame la directrice de l'initiative Africa Côte d'Ivoire, Madame la directrice du programme Génie, Mesdames et Messieurs les représentants des pays africains, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Africa Côte d'Ivoire, honorable assistance. Le Royaume du Maroc, à travers son ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a participé depuis 2015 à l'initiative Africa Côte d'Ivoire, lancée par SAP dans le cadre de son engagement sociétal. L'initiative vise à soutenir la croissance en Afrique et initier des millions de jeunes au code informatique et aux compétences numériques. L'Africa Côte d'Ivoire est devenue une référence en matière d'introduction à l'apprentissage du codage informatique dans les écoles marocaines en utilisant MIT Scratch. Considérée comme la plus grande initiative de sensibilisation à la programmation en Afrique, votre programme pédagogique appréhende non seulement le codage et la pensée computationnelle, mais aussi les questions d'égalité de genre dans l'éducation et l'inclusion des personnes à besoins spécifiques. Mesdames et Messieurs, le Maroc fait partie des premiers pays qui ont participé à cette initiative. L'Africa Côte d'Ivoire a permis à 6 millions d'élèves marocains de s'initier à la programmation informatique et environ 30 000 enseignants ont été formés pour introduire le code dans leur classe. La participation des filles et des garçons sont à égalité.
l'initiative a permis aux élèves des 3 cycles d'être initiés. Le primaire constitue à lui seul 40% de l'effectif global. Et depuis 3 ans, nous avons associé les établissements privés qui constituent annuellement presque 10% de cet effectif. L'inclusion des personnes à besoins spécifiques a permis à ces élèves de retrouver dans le coding et de poursuivre leur scolarisation avec plus de volonté. Cette année, le Maroc a initié 1,5 million d'élèves au code avec tous les moyens possibles. Les salles multimédia, les valises multimédia, les tablettes avec des niveaux d'encadrement allant de la sensibilisation à la programmation avancée, à distance et en présentiel, en respectant bien entendu les mesures sanitaires imposées pour la protection des citoyens contre le Covid-19. Mesdames et messieurs, l'Africa Code Week n'est pas uniquement le code pendant 1 mois, mais aussi l'atelier au féminin, le Women Empowerment Workshop, qui a été abrité, je le rappelle, au Maroc l'année dernière, avec 13 participantes marocaines et 15 représentantes des pays africains. Cette année, organisé à distance, l'atelier a permis une forte participation marocaine. Cette année, nous avons participé à la première édition de la compétition panafricaine African Code Challenge. 3 équipes d'élèves marocains sont qualifiées pour la finale dans la thématique l'école de demain. Nous leur souhaitons plein de succès et une représentation honorable de notre pays dans cette compétition à l'échelle du continent africain. Mesdames et messieurs, dans le cadre de notre solide coopération avec SAP, à travers son initiative Africa Code Week, nous apprécions profondément le geste de l'équipe des enseignants marocains qui se sont portés volontaires pour travailler sur la traduction des contenus pédagogiques du coding en arabe. Nous les remercions pour leurs efforts continus, leur soutien à la Semaine africaine du code. Nous sommes convaincus que cela aura un impact sur des milliers de jeunes élèves arabophones dans la région de l'Afrique du Nord, au Moyen-Orient et au-delà. Grâce à cette initiative de SAP, on s'est ouvert à d'autres partenaires pour faire du coding tout au long de l'année. Et nous sommes convaincus que votre vision d'accompagner l'Afrique dans l'intégration des compétences numériques dans les systèmes éducatifs était bien ciblée et a donné ses fruits. D'ailleurs, et en effet, grâce à l'initiative Africa Code Week, une génération de futurs programmeurs est née en Afrique. Les avancées technologiques ne cessent de créer des opportunités sans précédent. Et nous devons innover constamment, tant dans ce que nous enseignons que dans la façon dont nous l'enseignons. En effet, au ministère de l'Éducation nationale, l'introduction du code dans les programmes scolaires a été effective dès cette rentrée scolaire, où désormais les élèves de la 5e et de la 6e année primaire suivent officiellement des séances de coding. Grâce au rôle prépondérant joué par l'Africa Code Week, l'informatique est devenue à la fois une priorité pédagogique et une fête pour chaque école marocaine. L'initiative contribue à susciter la passion d'apprendre chez nos jeunes avec une échelle sans précédent, tout en facilitant l'échange de bonnes pratiques entre États participants. Mesdames et messieurs, à l'issue de cette 6e édition de l'Africa Code Week, nous remercions tous les cadres pédagogiques et administratifs et tous les élèves de notre système éducatif pour avoir permis à notre pays toutes ces réalisations extraordinaires dans le cadre de l'Africa Code Week. Nous félicitons SAP, les responsables de l'Africa Code Week et ses partenaires et nous souhaitons succès et santé pour toute l'Afrique et pour le monde entier. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, pour vos mots, pour avoir souligné l'impact pour les enfants de la mobilisation du ministère et des enseignants autour d'Africa Code Week. Et merci encore pour l'aide de vos équipes guidées par Madame Laziz, bien sûr, Monsieur Agi et tous les enseignants qui se sont mobilisés autour de l'initiative. Merci à vous.
Merci, Monsieur Belkacemi. Je vais maintenant me tourner vers Monsieur Riyad Ben Boubaker, qui est le président directeur général du Centre national pédagogique et directeur des programmes et de la formation au ministère de l'Éducation nationale de Tunisie. Monsieur, bienvenue à vous. Merci. Merci à vous. Merci à tous les collègues et toutes les collègues et amis. Ravi d'être avec vous pour la première fois dans une telle intervention. Je remercie tous les organisateurs et toutes les organisatrices pour cette occasion offerte à la Tunisie. Nous avons ici notre collègue Madame Dorsa Benna, qui a su pendant ces dernières années créer une réelle dynamique à travers Africa Code Week pour répondre aux différentes questions qui s'imposent d'un jour à un autre, et surtout pendant cette dernière période, là où on s'est heurté à des obstacles par rapport à l'apprentissage, par rapport à l'école, par rapport au service de l'institution scolaire. Je crois que je suis appelé ou je suis bien motivé pour mener une réflexion sur l'actualité aujourd'hui de la technologie, de l'informatique pour assurer la continuité pédagogique en Tunisie et en Afrique du Nord. Le confinement forcé que nous avons vécu a imposé et a fait émerger encore une fois la question de la continuité pédagogique qui consiste à maintenir une relation entre les enseignants et les parents d'élèves, entre les enseignants et les apprenants ici. Cette notion de continuité pédagogique est devenue incontournable dès l'annonce de la fermeture des écoles, des collèges, des lycées, voire des universités. Donc, les technologies de la communication et de l'information s'imposent comme un outil incontournable aussi pour assurer le minimum de maintien de relations entre institutions et enseignants, entre institutions et parents d'élèves. Donc, ce terme de continuité pédagogique évoqué avant la crise sanitaire des questions très techniques, très pédagogiques qui relèvent de la gouvernance du système éducatif. Ça fait allusion à des techniques d'organisation entre les cycles scolaires et des liens entre des différentes articulations au sein du système, c'est-à-dire entre les différentes composantes du système. Dès l'annonce de la fermeture générale des établissements à cause du Covid-19, la continuité pédagogique s'est transformée comme une notion porteuse de plusieurs sens qu'il faut expliciter davantage. En effet, l'objectif majeur de la continuité pédagogique de nos jours semble être un impératif qui signifie un minimum de maintien du service public d'éducation. Mais on s'est trouvé devant au moins trois réalités. D'abord, la réalité d'un enseignement à distance avec l'instauration d'une société apprenante, c'est-à-dire que tout le monde se pose comment assurer l'apprentissage. Même les parents se sont trouvés impliqués davantage dans le processus d'apprentissage. Tout le monde devient impliqué dans le processus d'enseignement. Le parent enseigne, les médias impliqués dans cet enseignement et voir les acteurs sociaux. Une autre réalité, c'est-à-dire l'école de maison. On parlait virtuellement et on fait avant des illusions en parlant de l'école de la maison, mais on s'est trouvé devant une réalité qui a bouleversé le lien des parents
avec l'éducation, les liens de l'école par rapport aux apprenants. Donc, une transposition, une vraie transposition de l'école vers l'espace familial. Dernier point, dernière réalité, c'est le tournant numérique qui est apparu comme un moyen pour une nouvelle relation pédagogique entre enseignants et élèves, une relation virtuelle, une relation qui coupe avec le présentiel. Et cela nous a mis devant une réalité malheureusement, de fracture numérique entre les apprenants, entre les régions, entre les établissements scolaires, qui a donné encore de la légitimité à de telles actions menées, que ce soit par l'Africa Code Week ou par le ministère de l'Éducation, qui s'est impliqué déjà dans une réforme curriculaire qui donne davantage de l'importance à l'informatique dans le cursus scolaire, à la manipulation, à l'acquisition des compétences de vie, des compétences du XXIe siècle dans le cursus scolaire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président Directeur Général. Cher Dorsaf, est-ce que vous voulez nous faire part de la situation d'Africa Code Week en Tunisie et peut-être dans d'autres pays d'Afrique francophone, car vous coordonnez de nombreux pays. Mais avant, je voulais aussi souligner l'importance, comme l'a dit M. Riyad Ben Boubaker, l'importance de la continuité pédagogique au vu des difficultés rencontrées et de la conjoncture mondiale, l'enseignement à distance, l'implication des parents, la transposition de l'éducation à la maison et le tournant numérique incontestable. Donc, cher Dorsaf, ce sont des réalités auxquelles vous avez dû faire face. Est-ce que vous voulez nous en dire plus? Oui, sûrement. Bonjour d'abord Claire, bonjour à tous les invités. Ravie de me retrouver parmi vous. C'est le couronnement de toute une saison de travaux, de défis aussi lancés pour une édition assez spéciale Africa Code Week 2020. Si je pourrais partager une petite présentation, Claire. Oui, alors au niveau de l'aspect technique, c'est Alice qui normalement s'en charge. Donc Alice, est-ce que tu peux regarder? Okay. Ah, le partage n'est pas possible. Okay. Alors, ce n'est pas grave. Il va falloir que tu parles live. Si, c'est bon. C'est bon, vas-y, Dorsaf. Si tu veux partager, pas de problème. Merci beaucoup, Alice. Merci. Voilà. Voilà, donc là, je travaille donc depuis des années avec l'équipe Africa Code Week et j'en suis honorée. On a donc découvert des terrains vierges au niveau du côté programmation et technologie, que ce soit technologie Internet ou nouvelles technologies dans l'enseignement. Donc, j'ai intitulé cette présentation Africa Code Week 2020, planter encore plus de fleurs. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire d'une année à une autre. C'est ce que j'ai ressenti vraiment, que ce soit d'abord en Tunisie et là une continuité. Et comme l'a signalé M. Riyad Ben Boubaker, ça devient une préoccupation fondamentale au niveau du ministère de l'Éducation, c'est-à-dire que chaque année, les éducateurs attendent l'initiative et puis le travail au niveau des ateliers Africa Code Week, comme vous le savez, ce n'est pas seulement lors de cette semaine Africa Code Week, mais c'est un lancement pour un travail sur toute l'année, prévoir des projets dans les écoles et surtout travailler sur des clubs au niveau des écoles primaires et des collèges, chose qui a été vraiment très soutenue par notre ministère de l'Éducation en Tunisie. Je remercie vraiment les responsables. Donc là, c'était d'abord l'aventure, c'était avec l'Algérie. Par la suite, l'Algérie
Donc là aussi, c'était une réussite. La Mauritanie l'an dernier et cette année, d'autres horizons, la Libye et le Soudan. Et nous avons essayé de faire profiter aux éducateurs et aux enfants de la Libye et du Soudan. Pour aller encore avec cette présentation. Donc là, je vais présenter d'abord les ambassadeurs de ces pays avec qui on a travaillé. Je félicite vraiment M. Selm Othman de la Libye, Mme Intisar Qaroud de la Libye également, et M. Mezen Omar du Soudan, qui nous ont aidés à travailler dur et à essayer de défier tous les obstacles que nous avons rencontrés. Alors, de quels obstacles parle-t-on? Surtout de la connectivité. Dans les deux pays, c'était commun. Il y avait un grand problème de connectivité. Parfois, on commençait à faire des ateliers en ligne et malheureusement, on est coupé fréquemment par le manque de connexion d'Internet, que ce soit au niveau du Soudan ou de la Libye. Un autre problème majeur au niveau de la Libye, on sait vraiment, il y a un grand problème avec l'électricité, donc même l'utilisation en temps réel et avec des ateliers présentiels. Et, les ordinateurs, là, on n'a pas eu accès aux ordinateurs parce qu'il y avait beaucoup de pannes d'électricité. Et un autre problème du côté connaissance, il n'y avait pas vraiment une vraie connaissance, une bonne maîtrise de l'outil Scratch, que ce soit au Soudan ou en Libye. Et malgré ça, donc, le défi, c'était de participer à la compétition African Challenge, malgré tous ces éléments-là, et essayer, donc, pour ces pays-là, de relever le défi. Ceci n'a pas été facile. Donc, on a essayé en totalité, c'était 48 ateliers en ligne entre le Soudan et la Libye qui ont été animés par notre équipe chapeautée par M. Ahmed Nebli, que je félicite et je remercie énormément. Les sujets des ateliers s'étaient focalisés surtout sur la pensée logique, programmation en Scratch. Donc là, il y avait, la majorité, c'était pour aider les éducateurs à maîtriser cet outil qui sera bien sûr l'objet de la compétition African Challenge et puis expliquer les règles de la compétition, le sujet bien sûr, et là il y a eu la présence des coachs et des enfants participants. Ces ateliers-là étaient très bénéfiques pour généraliser des ateliers sur terrain. Donc en Libye, c'était 52% de femmes et 48% d'hommes éducateurs qui ont bénéficié de nos ateliers. Au Soudan aussi, la présence féminine était vraiment très remarquable. Donc là, je vais partager avec vous quelques photos des ateliers élaborés dans les deux pays. Donc là, je vous présente Ammar Iyed, le premier participant qui s'est inscrit à la compétition African Challenge. Ammar, c'est un leader dans son école. C'est lui qui a incité plein d'autres enfants à participer, à défier la méconnaissance et la non-maîtrise de l'outil Scratch et d'aller vers l'avant. Et là, on a pu avoir des participations du Soudan qui étaient vraiment à la hauteur, satisfaisantes. Et on a pu avoir 3 premiers lauréats au Soudan. Donc, vous voyez là les ateliers en couleur dans des espaces diversifiés. Pour la Libye également, donc, il y a eu, grâce à l'ambassadeur M. Selm, il y a eu beaucoup d'ateliers au profit des éducateurs et au niveau de certaines écoles. Et là, on a eu l'aide précieuse du ministère de l'Éducation de la Libye qui, malgré les problèmes, vous connaissez bien les problèmes actuels que vit la Libye donc à ce moment, mais malgré ça, donc là, on remarque une grande motivation pour toutes ces activités-là, un peuple vraiment vivant qui veut, grâce à ces aides, à ces ateliers,
s'ouvrir vers le monde et montrer une belle image de la Libye et montrer une jeunesse qui est ambitieuse et qui veut à tout prix s'aligner avec ce qui se passe dans le monde. Voilà, merci beaucoup Dorsa pour votre témoignage et aussi pour nous avoir fait partager ces belles photos. J'ai pu voir quelques jeunes filles dans les photos que tu as partagées. Merci. Voilà. Donc, sans transition, puisque nous allons parler de l'éducation, en fait de l'égalité des genres, chère Elspeth, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous pourriez nous parler de la priorité pour l'UNESCO, justement de l'égalité des genres et de l'implication des jeunes filles dans les ateliers Africa Code Week. Bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Je vais parler de l'implication, enfin de l'impact de la COVID-19 sur l'éducation des filles. Donc, je suis vraiment spécialiste du programme en éducation, donc je vais me concentrer sur ça si ça ne vous dérange pas. Je pense que ce n'est pas une nouvelle que la propagation rapide de la Covid au début de l'année a entraîné la fermeture d'écoles dans le monde entier, ça tout le monde le sait. Lors du premier pic de la pandémie en avril, nos chiffres à l'UNESCO ont montré qu'environ 1,5 milliard d'étudiants, soit plus de 90% de la population étudiante mondiale dans 200 pays, ont été touchés. Et aujourd'hui encore, comme tout le monde le sait, je pense qu'il y a un grand nombre d'écoles et d'universités qui restent fermées ou fonctionnent selon des systèmes hybrides. Et même dans les pays où des efforts ont été déployés pour avoir une réouverture complète, les gouvernements, les écoles et les familles attendent nerveusement quand même, je pense, de voir si une réémergence du virus pourrait entraîner de nouvelles fermetures. Donc, c'est vraiment une situation très inattendue. Et d'ailleurs, c'est la plus grande perturbation de l'éducation qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire. Nous sommes également à un moment où la technologie a permis en théorie de changer complètement la façon dont les étudiants apprennent, comme on a entendu, mais la théorie n'a pas toujours rattrapé la pratique. Et donc, la nouveauté totale de cette situation fait vraiment qu'il y a énormément de choses qu'on ignore. Par contre, ce qu'on a, ce sont des données anecdotiques, des évaluations rapides qui ont été faites dans certains contextes et les leçons tirées des pandémies passées telles que celle de l'Ebola. Alors, tout cela suggère que les effets de la COVID-19 sur l'accès à moyen et à long terme à l'éducation pourraient être très importants. Et les filles, en particulier celles qui vivent dans les communautés les plus marginalisées et en situation de conflit, comme on a vu avec la Libye, risquent d'être touchées de manière disproportionnée. Alors, quel type d'effets observons-nous ? Alors, les résultats directs des fermetures d'écoles sont assez évidents. Là, je pense que tout le monde est au courant. Il y a la perte de l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences, le risque de perdre des compétences existantes et puis tout simplement la perte du temps passé avec les camarades de classe et les enseignants. Alors, sans repas, sans cantine fournie par l'école, les enfants peuvent également ne pas recevoir les vitamines et les minéraux nécessaires à la bonne croissance de leur corps et de leur cerveau, allant même jusqu'à souffrir de la faim. Alors, cet effet peut évidemment être aggravé aussi par des problèmes tels que les perturbations de la chaîne alimentaire dues à la COVID, et même dans les pays très développés, ça a été le cas dans certains contextes, l'augmentation du chômage et moins d'argent dans le ménage. Alors, par exemple, de nombreuses familles peuvent décider de changer la façon dont elles gèrent l'alimentation au sein du ménage et les filles risquent d'être les perdantes de cette situation. Deuxièmement, là où l'enseignement à distance est pratiqué, on sait qu'il y a eu des tentatives dans quasiment tous les pays, il est très probable que la fracture numérique entre les sexes fait que les filles ont moins d'accès que les garçons aux possibilités d'éducation en ligne.
Alors, je pense que je n'ai pas besoin de rappeler ici, avec les participants ici, que dans de nombreux contextes, les filles ont moins de chances que les garçons d'avoir accès à un ordinateur ou à une tablette à la maison, y compris pour l'apprentissage. Mais même lorsque le ménage est équipé, les préoccupations relatives à la sécurité en ligne, par exemple, peuvent emmener les parents à accorder plus d'accès aux filles qu'aux garçons. Et même dans les contextes économiques les plus favorables, les différents membres d'un ménage peuvent être emmenés à se concurrencer pour l'accès aux appareils technologiques ou à l'utilisation du Wi-Fi, ce qui amène les parents à faire des choix, malheureusement souvent au détriment des filles. Alors, troisièmement, nous savons que les crises de santé publique augmentent souvent le travail de soins non rémunérés des filles et des femmes, ce qui peut les empêcher d'aller à l'école. Donc, voilà pour les effets directs. Mais tout aussi pernicieux sont les effets indirects et potentiellement à long terme qui vont au-delà de l'apprentissage tout court. Alors, nous savons qu'aller à l'école peut protéger une fille contre le mariage précoce, le travail des enfants et l'exploitation sexuelle. Alors, dans un contexte de fermeture prolongée des écoles ou même tout simplement de limitation des possibilités d'éducation et de formation, avec en plus une diminution des ressources financières du ménage, les parents peuvent simplement décider que le mariage de leur fille est une stratégie efficace pour les protéger des vulnérabilités économiques. Et par ailleurs, les gouvernements, en Afrique notamment, mais aussi ailleurs, ils ont déjà signalé à l'UNESCO que les grossesses sont en augmentation chez les jeunes adolescentes. Alors, cette situation résulte d'un ensemble de facteurs, dont les perturbations de l'éducation et des services en matière de santé sexuelle et reproductive, dont certains sont fournis par les écoles. Les filles qui ne sont pas scolarisées sont également plus susceptibles d'être vulnérables à l'exploitation, comme j'ai dit avant, et à la violence sexuelle, tant dans leur famille qu'à l'extérieur. Et les restrictions locales à la liberté du mouvement, l'augmentation du stress familial et la fermeture des services de lutte contre la violence de genre peuvent évidemment accroître ce risque, ainsi que le risque de violence à l'égard des femmes et des filles en général. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement en termes de chiffres? L'UNESCO estime que 25% d'élèves supplémentaires pourraient être situés en dessous du niveau de compétence de base, donc 25% d'élèves supplémentaires. Donc, le niveau de compétence de base dont toute personne a besoin pour pouvoir participer efficacement à la société, à l'apprentissage futur. Et de plus, nous estimons que presque 24 millions d'étudiants de l'enseignement pré-primaire à l'enseignement supérieur pourraient abandonner leurs études, dont plus de 11 millions de filles et de jeunes femmes. Alors, si le nombre de filles semble moins que le nombre de garçons, c'est parce qu'il y a tout simplement moins de filles à l'école au départ. Il ne faut pas oublier que même avant la pandémie, 130 millions de filles n'étaient déjà pas scolarisées. Donc, on a une perspective plutôt morne, mais même s'il s'agit d'une situation de crise, on essaye d'être positif, c'est aussi une opportunité, comme on dit, de reconstruire l'égalité. Donc, pour faire face à cette situation, comme certains d'entre vous le savent peut-être, l'UNESCO a lancé une plateforme de collaboration appelée la Coalition mondiale pour l'éducation, qui a actuellement plus de 140 membres qui sont issus du secteur privé, de la société civile, des Nations Unies et du monde universitaire. Alors, cette coalition a 3 programmes phares, dont l'un porte notamment sur l'égalité de genre. Donc, au sein de ce programme phare, il y a 3 domaines de travail. Premièrement, améliorer les données et les preuves, parce que c'est vrai qu'on a encore des gros manques. On est en train de faire une étude mondiale visant à mieux comprendre l'impact sur les filles des fermetures d'écoles. Donc, j'espère que dans un an, on aura plus à vous dire à ce sujet. Deuxièmement, le plaidoyer et la communication avec des campagnes mondiales et nationales pour inciter les filles à retourner à l'école, vraiment en ciblant les 20 pays présentant les plus grandes disparités entre les sexes dans l'éducation, dont la grande majorité se trouve en Afrique. Et troisièmement, l'action au niveau national pour prévenir les aggravations des inégalités. Alors, parmi ces actions, je voudrais juste en souligner 2 avant de terminer. Donc, la première est la publication du guide de rescolarisation des filles.
Donc, ce guide a été produit par l'UNESCO avec plusieurs partenaires et il vise à aider les ministères et à leurs partenaires aussi à aborder les dimensions de genre des fermetures d'écoles. Nous avons lancé hier le guide en Afrique lors d'une réunion en ligne avec l'Union africaine et je vous encourage vraiment à y jeter un coup d'œil. Nous avons maintenant l'intention de le mettre en œuvre au niveau national en Afrique et nous aimerions justement voir comment nous pourrions collaborer avec Africa Code Week à cet effet, notamment par exemple en bénéficiant des innovations qu'on a entendues là, qui ont été mises en place au Maroc, au Libye, au Soudan. Alors, deuxièmement, il y a la campagne de retour des filles à l'école. Alors, cette campagne a une vidéo de lancement produite en partenariat avec Gulli Afrique qui est très inspirante. J'aurais voulu vous la montrer là, mais je vous invite à taper dans Google « Retour filles école UNESCO ». Vous devriez la trouver. Donc, cette vidéo a eu un gros retentissement. D'ailleurs, il n'y a aucun vidéo, enfin, c'est la première fois qu'il y a autant de personnes qui regardent une vidéo sur le site de l'UNESCO. Et nous avons également produit un pack pour les médias, des outils pratiques pour la radio et puis les organisations dirigées par les jeunes. Et nous estimons que cette campagne a touché 363 millions de personnes. Donc voilà, on espère pouvoir collaborer encore plus avec vous à l'avenir. Je vais m'arrêter là parce que je sais que nous sommes très pressés par le temps, mais merci beaucoup pour l'invitation. On est déjà un petit peu overtime, je crois, de 3 minutes. Alors, j'espère que nos panélistes ne nous en voudront pas trop. Elspeth, merci beaucoup pour avoir partagé les effets concrets de la COVID sur l'accès à l'éducation pour les filles. Et cela donne encore plus de poids aux ateliers Africa Code Week de leadership au féminin que nous avons menés avec nos partenaires donc historiques dans l'UNESCO évidemment, Irish Aid et les ministères. Ces ateliers auxquels participent à peu près 70 enseignantes Africa Code Week et qui ont eu lieu au cours des 8 dernières semaines. Merci beaucoup, Elspeth. Karim, navré pour ce retard. Merci à toi. Merci pour le travail fantastique de Jocolabs, l'action sur le terrain qui est magistralement menée par Fatim, que nous adorons. Karim, selon toi, quels sont les espaces d'opportunité pour la ruralité en Afrique francophone? Et avant que tu n'interviennes, je vais me tourner vers Alex van der Ploeg. Alex, do you still have a couple of minutes to do the conclusion? My apologies about that. I do, no problem. I moved things back. All good. Thank you so much. Thank you so much. So, Karim, over to you, my dear. I'll be very quick. Thank you. No, don't be quick. We need to hear you. Non, mais merci. Et en fait, c'est extrêmement intéressant, tous ces échanges et ces partages d'expériences. Je pense que Mme Ben Boubaker a soulevé le problème rencontré et les obstacles qu'on peut vivre en zone rurale, à savoir l'accès à l'énergie, bien sûr, ou voire même à des connexions réseau, donc même à défaut de l'illettrisme ou d'autres. Et donc, quand même, pour une zone qui va toucher 70% de la population, donc quand même une majorité de la population. Et on ne peut pas les laisser en marge. On voit bien qu'aujourd'hui, le Covid nous a bien montré l'importance du digital comme réponse et comme outil d'accompagnement. Mais en fait, ce qui est assez intéressant et qui a été abordé par SAP dans le contenu des formations, c'est la pensée computationnelle. En fait, du coup, pas seulement juste apprendre à coder et finalement à utiliser un outil, parce qu'on oublie bien souvent que le digital n'est qu'un outil, en fait, au service d'eux. Et donc, déjà, amener et les enfants et donc les formateurs à se mettre dans une logique, une pensée logique et les amener dans un raisonnement informatique, mais finalement qui est un raisonnement de résolution de problèmes complexes. Et aujourd'hui, on voit bien, le Covid est un problème complexe. La question, je pense que le secrétaire général nous avait parlé nous avait dit Einstein nous avait dit qu'on ne pouvait pas résoudre des problèmes en ayant le même système de pensée que quand on l'a créé. Il nous faut donc aujourd'hui avoir des démarches
qui soit innovante et qui nous amène dans un autre système de pensée. Et du coup, le fait d'avoir cette démultiplication à travers ces formations qui ont été délivrées, pas que sur le numérique, mais justement aussi sur cette pensée computationnelle et aussi cette logique de décomposition d'un problème complexe pour y apporter des solutions qui peuvent ne pas être numériques dans un premier temps, mais aboutir à du numérique. Et je pense que ça, c'est extrêmement intéressant. On l'a fait, nous, dans les formations Joko Kids qu'on anime, où on est parti de choses du commun, où on va raconter, par exemple, un conte classique africain qui va stimuler la créativité des enfants. Donc, pour ensuite leur demander de le représenter par le dessin. Donc on voit bien qu'il y en a plusieurs processus qui se mettent en œuvre et donc qui aussi est lié au développement du raisonnement et de la réflexion. Et ensuite, on va le décomposer pour l'amener sur Scratch. Et donc on voit bien comment, tranquillement aussi, l'enfant, ou en tout cas l'apprenant, va voir que l'informatique est juste un outil. Donc je pense qu'en zone rurale aussi, amener ces approches-là sont un grand plus. Les solutions technologiques, on le sait, sont en train d'arriver, hein, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour la connexion réseau. On voit bien même les réseaux satellitaires qui sont en train d'arriver. Mais après, sur Digital Africa, on a repensé le système, parce qu'aussi, je pense que la grosse question, c'est comment est-ce qu'on accompagne de l'apprentissage. Et on l'a bien dit, aujourd'hui, on a des démarches d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, on est dans des changements d'approche. On est dans une zone où on parle d'un doublement de population tous les 20 ans. Donc, est-ce qu'on peut suivre en termes d'infrastructure éducationnelle? Si on ne fait pas attention, le Sénégal, par exemple, à un moment mettait 40% de son budget dans l'éducation, mais si on commence à regarder le détail, vous voyez que ça allait plus dans de la construction de salles de classe que dans du contenu. Et donc, aujourd'hui, le digital nous a montré, et le Covid nous a forcé d'ailleurs à accélérer cette digitalisation, à nous repenser. Aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, l'université virtuelle du Sénégal est un nombre d'étudiants juste phénoménal et permet d'accompagner un apprentissage. Donc, on voit bien que le digital arrive comme une grande réponse et nous faisons la promotion de ce qu'on appelait l'Afrique apprenante, c'est-à-dire aujourd'hui, et c'est ce que fait SAP finalement, c'est-à-dire comment est-ce que des contenus sont développés de manière collaborative et mis en open source, ouvert et partagé. Comment est-ce qu'on va avoir des communautés de formateurs qui vont aussi partager leurs expériences et ça à travers l'Afrique. Et on voit bien que aussi, si on parle aussi de réponses à des problématiques, ces problématiques sont rencontrées partout. Et donc, cette logique complexe nous amène aussi à partager nos connaissances pour répondre à la problématique. Et donc, il est important que ces démarches-là, comme SAP le fait, à regrouper des communautés à travers toute l'Afrique et voire même à travers le monde, nous ouvrent à avoir de plus en plus de fleurs. J'aime bien aimer cette image, qui vont participer à nous redonner et nous réenchanter un peu notre quotidien que le Covid a eu tendance à noircir. Donc, du contenu collaboratif, des communautés de formateurs qui partagent, des relais locaux, avec éventuellement des tiers-lieux éducationnels qui permettent de relayer et avoir une emprise au plan local, qui peuvent être finalement de toute nature, tout endroit finalement qui pourrait être un relais, une source de relais local. On a vu avec Wikipédia même des fois de la production de serveurs locaux, donc sans connexion Internet, pour amener du contenu à certaines zones. Et tout ça, bien sûr, dans une dynamique open source, multilingue, interopérable, où les gens échangent entre eux. Et on voit bien la plateforme que vient de lancer SAP sur l'Africa Code Week participe à cette démarche. Donc, vous êtes déjà dans l'Afrique apprenante et ça fait plaisir et on est content, en tout cas, en tant que collab, d'y participer. C'est une des approches qu'on avait
promu avec Digital Africa et vraiment, en tout cas, longue vie à Africa Code Week. On voit bien la communauté grandit, la famille grandit. C'est plus qu'une communauté maintenant, c'est vraiment une famille. Et on est très content d'y participer. Merci beaucoup, Karim, pour votre discours et puis pour votre soutien également via Fatim. Alex, would you do us the honor of concluding this Africa Code Week kind of closing ceremony? And it was as all the panelists mentioned, it was an interesting edition this year. To say the least, yes. Thank you, Claire. And thank you so much to all of our speakers for sharing their views on education, but also on this incredible region that is Francophone Africa. Africa's strength is really truly the 700 million youth who are not just a change maker of tomorrow, but they're actually already building the future today. And in a time when we saw how the pandemic affected the world, we have not just seen massive challenges to ensure access to quality education for all, but we have also seen an unleashing of innovative solutions and an acceleration, as so many of you have mentioned, of digitization. From connectivity to structural challenges, our partners in the field were very creative in making sure that Africa Code Week 2020 could be a unique celebration of the power of education. As we know, education is a human right, and today marks the International Day of Human Rights. And this year's theme is a very special one: Recover Better. And as we build our way back to recovery, we need to reflect as a global community on how to build back better and how to reset the future. I believe that we have so much to learn from young people, from their minds, but also from all of those who work alongside them and who empower them on a daily basis. And we also have an obligation to make sure that every young person has the right skills to succeed in today's and in tomorrow's world. This year, the shift to virtual was an opportunity for us to reach remote areas and to engage employees across our SAP family, across borders and across geographies. Our CSR initiatives in 2020 have created opportunities to facilitate learning where it was put on hold. And I'm particularly proud to say that all of our digital skills initiatives continued in 2020. None of them were put on hold, and they reached over 105 countries across the world. Today, we particularly celebrate the hopes and the determination of a culturally diverse Africa. We honor the commitment that we made 5 years ago to make digital literacy accessible and available, up to a point where it will eventually be integrated as the norm of literacy. At SAP, our purpose is to help the world run better and to improve people's lives. And the only way that we can do this is through the power of multi-stakeholder partnerships. This year, we have held firm to our commitment and our mission of digital inclusion, and we've doubled down on our commitment to quality education, workforce readiness, and entrepreneurship. SAP will continue to work for a world where everyone gets the same chances, regardless of gender, location, ethnicity, or background. To quote our CEO, Christian Klein, together we can prevail. I would like to take a moment to also thank the hundreds of SAP volunteers this year who were training the trainers in this year's Africa Code Week and supported the overall development of a very special virtual edition. I'm also very grateful for our esteemed partners who trust our vision and who have embarked on this journey of collective impact with us. They are the voice of SAP in their communities, and it is thanks to their hard work that we can continue to opening up the path to a more inclusive, more just, and more accessible tech world. Last, but certainly not least, to all of our institutional partners and the ministries, the Ministry of Education of Morocco,
Tunisia, and all the public services that have heard our calling and responded in the best and most efficient way. This success could not have been achieved without you. The synergy behind Africa Code Week proves that once again, one of the key Sustainable Development Goals is truly number 17, which stands for the power of partnership. And the power of partnership is at the heart and soul of this incredible digital literacy initiative we drive together. To close today's celebrations, we all know that quality education and digital inclusion has never been more important. Over the past year, COVID-19 has exposed the fragility of access to education, and we need to do all in our power to ensure that no one gets left behind. Together with UNESCO, ADEA, Irish Aid, GIZ BMZ, Joko Labs, ITA, the Ministries of Education, and all of our partners, we can use the power of innovation to solve social issues and help our youth through education, workforce readiness, and entrepreneurship. In true SAP spirit, our partnerships not only maximize collective impact, but inspire young people across the globe and in Africa to help the world run better. After all, if our youth are not in meaningful jobs, they won't be able to fight for meaningful causes. Thank you so much for everything that you do, for all of your support in Africa Code Week, and we look forward to driving this initiative continuously together with you in 2021. Thank you. I think I need to unmute myself. Merci beaucoup, Alexandra, pour ton intervention. Merci infiniment aux membres, à vous tous, membres éminents de cette table ronde, pour avoir fait de cette édition virtuelle un succès. C'était personnellement un réel plaisir que d'entendre toutes vos perspectives sur cette édition qui était si particulière cette année. Et merci également à tous les participants d'avoir assisté jusqu'au bout à cet événement de clôture virtuelle de l'édition 2020. Nous étions 75 au début, nous sommes 71 maintenant et nous avons à peu près 20 minutes de retard. Toutes mes excuses pour ce retard. Merci beaucoup. Au revoir.